À 6h43, ce 1er mars 1943, Janet Parker Oakley, 19 ans, fixait le sol de linoléum couvert de craie du centre tactique de Boston, consciente que la simulation qu'elle venait d'achever reproduisait exactement le massacre qui avait coûté la vie à son frère 48 heures Bézéquin plus tôt. Étudiante en mathématiques, 8 mois de jeux de guerre, aucun amiral convaincu, et près de 5000 officiers à former avant septembre, faute de quoi les États-Unis risquaient l'asphyxie logistique. Dans moins d'une heure, une adolescente munie d'un bout de craie et d'un chronomètre allait démontrer que la doctrine de la US Navy condamnait ses marins depuis 3 ans, et que tous les officiers présents dans la salle avaient appliqué cette doctrine à la lettre tandis que les convois disparaissaient en flammes. Le télégramme était arrivé tôt le matin. 27 février. USS Hesperia. Disparu corps et biens. Convoi AC-121. Attaque d'U-Boats. Aucun survivant. Thomas Oakley, 23 ans, officier de destroyer spécialisé dans la lutte anti-sous-marine. 3 semaines plus tôt, il lui avait écrit « Son bâtiment escortait un convoi vers la côte Est. Les tactiques ne fonctionnaient plus. On perdait des navires quoi qu'on fasse. » Il avait raison. Le convoi AC-121 avait quitté Norfolk le 15 février. 59 cargos, 9 destroyers d'escorte, formation réglementaire, la théorie parfaite. Le 24, les U-Boats l'avaient repéré et attaqué de nuit, en surface, selon les méthodes éprouvées du Wolfpack. Les escortes avaient réagi comme le prescrivait le manuel. Poursuite agressive, charge de profondeur, fusées éclairantes. Exactement ce pourquoi on les avait entraînés. À l'aube du 26 février, 13 cargos sombrèrent déjà, 72 000 tonnes, 6 escortes endommagées. L'USS Hesperia avait été torpillée en s'élançant derrière un sous-marin déjà plongé et hors de portée. Le destroyer s'était brisé en deux et avait coulé en 4 minutes. 117 hommes avaient péri. Thomas avait été englouti par l'Atlantique parce que son navire avait quitté la protection du convoi pour traquer une ombre qui s'était déjà échappée. Et Jeannette avait rejoué ce scénario dans la salle d'opération 8 fois. 8 simulations différentes. 8 fois, les escortes avaient quitté la formation pour poursuivre. 8 fois, le convoi avait été massacré. Elle l'avait dit au capitaine Grant Roberts. Il l'avait cru. Ensemble, ils avaient rédigé des rapports, envoyé des recommandations au Admiral Board, démontré mathématiquement que cette agressivité aveugle ouvrait les brèches dans lesquelles les U-boats s'engouffraient. On n'avait rien voulu entendre. Atto n'était, disait-on, qu'un laboratoire expérimental. L'expérience du terrain valait mieux que des exercices sur un sol peint. Des officiers ayant 30 ans de mer en savaient les plus que des jeunes femmes armées de craie. Thomas était mort en appliquant ses ordres, ses principes, ses tactiques, que Janet avait prouvés mortels 8 mois avant que son convoi ne prenne la mer. Elle était justement au cœur d'une simulation lorsque le télégramme était arrivé. Elle jouait le rôle d'un U-boat face au convoi commandé par le lieutenant Mark Morrison, et, comme toujours, elle était en train de gagner. Son sous-marin fictif avait franchi l'écran d'escorte parce que les destroyers de Morrison avaient foncé après son submersible d'appât. Tactique classique, résultat prévisible, le convoi s'effondrait. Roberts l'avait tiré à part et lui avait remis le message. Normalement, les avis de décès étaient envoyés aux familles, mais Janet avait indiqué l'ATAU comme affectation principale. Le télégramme avait donc atterri au Harbor Command Center. Elle l'avait lu. USS Hesperia. Perdu corps et biens. Thomas. Roberts lui avait demandé si elle voulait sortir un moment, prendre le temps d'encaisser. Elle avait dit non. Elle devait terminer la simulation, montrer à Morrison comment ses décisions venaient de condamner 12 navires marchands. Elle devait empêcher un autre officier de quitter cette salle, convaincu qu'une poursuite agressive sauvait quoi que ce soit. Parce que ce n'était pas vrai. Cela tuait. Elle était revenue à la table de tracé, avait achevé de détruire le convoi de Morrison, puis expliqué méthodiquement comment chaque destroyer parti à la chasse avait créé une brèche exploitée ensuite par d'autres U-boats. Morrison avait protesté, prétendu qu'elle ne comprenait rien au vrai combat, qu'un sous-marin devait être traqué jusqu'au bout. Janet lui avait demandé combien de convois il avait perdu en appliquant cette idée. Il avait baissé les yeux. 4 convois en 7 mois. Alors, Janet lui avait dit que son frère était mort dans le 5e, 2 jours plus tôt, en suivant exactement les mêmes tactiques. Celle-là même qui venait d'anéantir son convoi simulé pour la 8e fois en 8 mois. Morrison avait fini par demander ce qu'il devait faire autrement. Cesser de courir après les sous-marins. Rester avec le convoi. Combler les brèches.
former un écran si serré qu'aucun U-boat ne puisse le traverser. Morrison avait maugré que cela ressemblait à de la prudence passive, presque de la lâcheté, que la Navy ne se cachait pas derrière les cargos, qu'elle chassait les sous-marins. Janet avait répondu que la Navy était en train de perdre la bataille de l'Atlantique précisément parce qu'elle s'obstinait à chasser pendant que les convois brûlaient. Il était parti sans un mot de plus. Roberts avait proposé à Janet de prendre sa journée. Elle avait refusé, elle avait du travail. La salle était glaciale, comme toujours. Sous-sol mal chauffé, murs de béton suintant d'humidité. Le sol représentait 900 mètres d'océan Atlantique. Carrés de craie pour la navigation, modèles en bois pour les navires. Pions noirs pour les U-boats, blancs pour les escortes, rouges pour les marchands torpillés. En mars 1943, il y avait beaucoup de pions rouges. La Navy se vidait de son sang. 63 navires coulés pour le seul mois de février, 342 000 tonnes expédiées par le fond. 2300 marins noyés. À ce rythme, le pays manquerait de carburant en juillet, de vivres en septembre. La guerre, pensait-on alors, pourrait s'achever non par une invasion, mais par l'asphyxie. L'Allemagne n'avait qu'à réduire au silence les convois pour affamer les Alliés jusqu'à la capitulation. Et au cœur du problème se trouvait la doctrine même de la US Navy, ou plutôt un principe fondamental que tout officier avait appris à l'Académie navale d'Annapolis, le pilier de 2 siècles de stratégie maritime. L'attaque agressive gagne les batailles. Repérer l'ennemi, foncer, engager, détruire sa capacité à frapper. Une règle qui avait brillé contre les flottes de surface, contre Napoléon, contre les cuirassés de 1917, parce que de tels adversaires ne pouvaient pas disparaître sous les vagues. Mais les U-boats n'étaient pas des navires de surface. Ils plongeaient, s'évanouissaient, réapparaissaient ailleurs. Et chaque fois qu'un destroyer quittait son convoi pour poursuivre un sous-marin en fuite, la formation se déchirait un peu plus. Les chefs de meute allemands le savaient parfaitement. Ils en vivaient. Un U-boat se montrait volontairement, attirait les escortes, ouvrait la brèche, puis le reste du Wolfpack se glissait dans l'interstice ainsi créé. Une mécanique d'une pureté mathématique, tactiquement redoutable, impitoyablement efficace. Et, à chaque simulation comme dans la réalité, les escortes américaines mordaient à l'hameçon, parce que la doctrine ordonnait d'attaquer, parce que 2 siècles de tradition affirmaient que l'offensive était synonyme de victoire, parce que des officiers aux carrières entières passés en mer n'imaginaient pas que leur axiome fondateur pouvait être périmé. Janet, elle, n'avait ni la mer dans le sang, ni l'ombre d'une tradition navale. Elle n'avait que les mathématiques, la logique, la reconnaissance des schémas et 8 mois de simulation qui montraient toutes, sans exception, que la poursuite agressive condamnait les convois. Elle avait été recrutée à l'ATAU en juillet 1942, tout juste sortie de l'école. Brillante en mathématiques, vision spatiale exceptionnelle, ses professeurs disaient qu'elle percevait des motifs que les autres ne voyaient jamais. Quand la guerre avait éclaté, elle avait voulu aider. Elle s'était engagée dans le Women's Naval Reserve. On l'avait interrogée sur ses études, sa capacité à travailler sous pression. Elle avait dit oui. 3 semaines plus tard, un ordre tombait. Se présenter au Harbor Command Center de Boston à une unité secrète dont elle n'avait jamais entendu parler, officiellement inexistante. À son arrivée, le capitaine Grant Roberts lui avait expliqué leur mission. Développer de nouvelles tactiques grâce à des jeux de guerre grandeur nature, des simulations minutées au chronomètre mesurées comme des expériences scientifiques. Les femmes de l'unité joueraient les U-boats, les officiers dirigeraient les convois. Sans concession, sans indulgence. Leur objectif, trouver les tactiques qui sauvaient réellement des navires, puis les enseigner à tous les commandants d'escorte de l'Atlantique pour sauver les convois et finalement la guerre. Roberts lui avait confié que les jeunes femmes avaient été choisies précisément parce qu'elles n'avaient aucune formation navale, pas de préjugés doctrinaux, pas de réflexes hérités, pas de certitudes obsolètes. Les officiers expérimentés, disait-il, répétaient inlassablement les mêmes erreurs, parce que l'expérience les avait éduqués dans la mauvaise direction. Les U-boats gagnaient parce que les tactiques américaines étaient prévisibles, et ce qui est prévisible en mer est déjà mort. Janet fut donc désignée comme commandante de sous-marins pour les simulations. Elle devait incarner un chef de Wolfpack allemand, attaquer des convois commandés par de véritables officiers américains. Son rôle était simple, les couler. La première partie eut lieu le 15 juillet 1942. 40 cargos simulés, 6 destroyers d'escorte, formation standard.
Les escortes étaient dirigées par le commandeur Jack Harrison, 32 ans d'expérience, vétéran décoré. Janet avait 4 U-boats fictifs. Elle avait passé 3 jours à étudier des manuels tactiques allemands capturés, doctrine de meute, procédure de filature, attaque nocturne en surface. Au signal de Roberts, la simulation débuta. Harrison déploya ses destroyers dans un large périmètre défensif, avec des zones de recherche qui se chevauchaient, exactement ce que prescrivait le manuel. Janet observa silencieusement pendant une demi-heure, analysa la formation, repéra les failles, calcula son timing. Elle fit alors avancer son sous-marin de tête jusque dans le champ visuel d'une escorte, le laissant se faire repérer délibérément. Harrison réagit comme prévu. 2 destroyers quittèrent la formation, lancèrent une poursuite acharnée, fusée éclairante, charge sous-marine. Le U-boat de Janet plongea, disparut, et les fit tourner en rond 18 longues minutes. Pendant ce temps-là, ces 3 autres sous-marins se glissaient dans les brèches laissées derrière eux, pénétraient de l'écran d'escorte et commençaient à frapper. Lorsque les 2 destroyers revinrent enfin, 6 cargos étaient en train de sombrer. Les marqueurs rouges envahissèrent le sol. L'arithmétique était impitoyable. Harrison tenta de resserrer son dispositif, mais les U-boats de Janet étaient déjà à l'intérieur. Ils attaquaient à volonté. 43 minutes après le début du jeu, la simulation s'arrêta. 12 cargos détruits, 4 escortes endommagées, aucun sous-marin neutralisé. Un massacre. Harrison entra dans une colère noire, accusa le jeu d'être truqué, affirma que Janet ne comprenait rien au combat réel, qu'un U-boat ne pouvait pas percer un écran d'escorte aussi facilement. Roberts sortit alors les rapports du mois de juin. Convoi 113, 16 navires coulés, 7 escortes perdues. U-boats utilisant exactement les tactiques que Janet venait d'imiter. Harrison se tut. Il regarda les rapports, puis Janet, puis la carte au sol qui retraçait la destruction de son convoi. Harrison, qui commandait des escortes depuis 1 an et demi et appliquait la doctrine sans jamais s'en écarter, venait de découvrir qu'une jeune femme de 19 ans venait d'exposer en moins d'1 heure pourquoi ses choix condamnaient des marins américains. Roberts lui demanda ce qu'il ferait différemment la prochaine fois. Harrison resta muet. La doctrine disait « poursuivre sans relâche ». Si les destroyers ne traquèrent pas un U-boat, celui-ci continuerait d'attaquer jusqu'à anéantir le convoi. Janet secoua la tête. Non. Si les escortes restaient groupées, les U-boats ne pourraient pas pénétrer l'écran. Et sans pénétration, aucun tir n'était possible. Harrison objecta, c'était une posture défensive, presque pusillanime. La Navy n'était pas faite pour se cacher derrière des cargos, mais pour chasser les sous-marins. Janet répliqua que la Navy était en train de perdre l'Atlantique précisément parce qu'elle continuait de chasser tandis que les convois disparaissaient. Roberts relança la simulation. Même scénario, mêmes officiers, mais d'autres directives. Cette fois, Harrison maintint ses destroyers serrés autour des marchands. Un écran compact, discipliné. Lorsqu'un des U-boats de Janet apparut, aucun bâtiment ne quitta sa place. Les destroyers se rapprochèrent encore, refermant la formation comme une coque d'acier. Janet chercha des brèches. Il n'y en avait plus. La coordination était parfaite. Elle tenta de les attirer au large. Ils restèrent immobiles. Harrison leur avait ordonné de ne pas bouger, quoi qu'il arrive. Ces U-boats tournèrent en rond, incapables de franchir la barrière, incapables même d'obtenir un angle de tir. 4 sous-marins fictifs, réduits à longer la périphérie d'un mur invisible pendant 90 minutes, jusqu'à devoir se retirer. Pas un seul cargo touché, pas un seul destroyer détourné de sa position. Une victoire défensive totale. Harrison demanda alors si, en situation réelle, les U-boats se seraient réellement retirés. Roberts sortit les rapports allemands capturés, des commandants racontant ces écrans d'escorte si compacts qu'il les surnommait « Hedgehog », des hérissons d'acier. Impossibles à franchir. Les sous-marins tournaient des heures, puis renonçaient. Le risque était trop grand. Harrison comprit aussitôt. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Si les escortes restaient proches, les U-boats perdaient. Mais appliquer cette doctrine signifiait rééduquer chaque commandant d'escorte de l'Atlantique. Des milliers d'officiers, des décennies de tradition, un pilier culturel entier, et le Admiral Board refusait d'être instruit par des jeunes femmes traçant des trajectoires à la craie. Entre juillet 1942 et février 1943, l'ATU avait mené 473 simulations. Des scénarios différents, des officiers différents, des tailles de convois variables. Le résultat était toujours le même. Ceux qui appliquaient la doctrine perdèrent des navires.
Ceux qui tenaient à la formation serrée les sauvaient. Mais l'amirauté ignorait les conclusions. Ce n'était pas du vrai combat. La TAU n'était qu'un laboratoire. L'expérience valait mieux que des dessins sur un sol glacé, et les convois continuaient de mourir. Février fut le pire mois de la guerre. 63 navires coulés, 2300 marins noyés. Parmi eux, Thomas. Le convoi AC-121 fut l'électrochoc. 13 navires détruits. L'USS Hesperia, 117 hommes. Les rapports détaillés arrivèrent au centre tactique le 1er mars. Analyse navire par navire, chronologie de l'attaque. Jeannette les lut. Tout ce qu'elle avait prédit s'y trouvait. Des escortes ayant suivi la doctrine à la lettre poursuivis agressivement, ouvert des brèches, un Wolfpack les exploitant sans pitié, un convoi haché menu. Son frère était mort parce que des amiraux avaient refusé d'écouter une fille de 19 ans armée d'une craie. Roberts la trouva plus tard dans la salle d'opération. Elle rejouait l'attaque du convoi AC-121 sur le sol depuis la perspective allemande, reproduisant méthodiquement chaque mouvement décrit dans le rapport. Roberts lui demanda ce qu'elle faisait. Janet répondit qu'elle démontrait une fois de plus que Thomas était mort en appliquant des ordres qu'elle avait prouvés mortels 8 mois auparavant. Roberts murmura qu'il était désolé, que l'amirauté aurait dû l'entendre, que l'ATAE avait raison depuis le début. Janet répondit que la justesse ne servait à rien si personne ne changeait ses actes, que les rapports n'avaient jamais sauvé un seul convoi, que 8 mois de simulation n'avaient pas empêché AC-121 de sombrer. Roberts lui demanda ce qu'elle voulait. Janet répondit « Elle voulait voir l'amiral Max Holden dans la salle, le commandant de tout le secteur atlantique. Elle voulait qu'il prenne les commandes d'un convoi, pendant qu'elle le mènerait au fond avec les mêmes tactiques qui avaient tué Thomas. Elle voulait qu'il voie de ses propres yeux que la doctrine américaine assassinait ses propres marins. Roberts objecta, Holden n'accepterait jamais. C'était l'un des plus grands chasseurs de sous-marins de la marine, un héros de la Première Guerre mondiale, une légende. Il ne se prêterait pas aux leçons d'un groupe de jeunes femmes. Janet dit simplement « Faites-le accepter. Dites-lui que l'ATE a développé des tactiques qui peuvent sauver l'Atlantique, et que s'il veut les voir, il doit jouer. » Roberts réfléchit, puis hocha la tête. Il envoya la demande officielle au bureau de Holden. Démonstration du Atlantic Tactical Analysis Unit, 3 mars, présentation de nouvelles doctrines issues de simulations. À la surprise générale, Holden accepta. Il avait entendu parler de l'ATAU, intrigué, sceptique, mais intrigué. Le 3 mars 1943, à 8h47, l'amiral Max Holden franchit la porte du centre tactique. Roberts lui fit un exposé complet, les simulations, les modèles mathématiques, les résultats. Il affirma que ces innovations pouvaient renverser le cours de la bataille de l'Atlantique. Holden écouta, nota, ne commenta pas. Puis déclara qu'il voulait commander les escortes lui-même pour vérifier si ces jeunes filles pouvaient réellement le couler. Roberts accepta. Ils mirent la simulation en place. 50 navires marchands, 8 destroyers d'escorte, un scénario complexe, conditions hivernales au beau milieu de l'Atlantique, visibilité réduite à quelques encablures. Janet commandait 3 U-boats. John Laidlaw en dirigeait 3 autres. 8 mois qu'elle jouait à cela. Elle connaissait par cœur chaque faiblesse, chaque interstice, chaque seconde de vulnérabilité de la doctrine d'escorte standard. L'amiral Max Holden prit le commandement des destroyers. Il observa la carte, étudia les distances et plaça ses bâtiments exactement comme le prescrivait le manuel. Large périmètre défensif, couverture agressive, zone de recherche se superposant. Janet reconnut immédiatement la formation. Le schéma classique, celui de Harrison, celui de tous les officiers, celui qui avait condamné Thomas. Au signal de Roberts, la partie commença. Janet suivit la formation de Holden, calcula les brèches, construisit mentalement son approche. Elle ne ressentait ni colère ni chagrin, seulement une précision glaciale, presque mécanique. Elle avait, dans ses simulations, tué Thomas 63 fois en 8 mois, appliquant les tactiques allemandes contre la doctrine américaine pour prouver son absurdité. Elle allait faire la même chose à Holden, exploiter les mêmes failles, répéter les mêmes manœuvres, lui faire assister, impuissant, à la destruction de son propre convoi, parce que ses choix ouvraient la voie aux sous-marins patients. À 9h14, elle amena son U-boat de tête dans le champ visuel des destroyers. Elle se laissa repérer volontairement. Holden réagit aussitôt. 2 escortes quittèrent la formation, se lancèrent à sa poursuite, charge de profondeur,
Fusées éclairantes, la réaction parfaite selon la doctrine. Le sous-marin de Janet plongea, se volatilisa, elle lança le chronomètre. Pendant que les destroyers traquaient ton leurre, les U-boats de Jing glissaient déjà dans les brèches laissées derrière eux. La formation de Holden commençait à se déliter. Les escortes se retrouvaient isolées, dispersées. Le convoi, lui, se retrouvait nu. Janet fit ressurgir son sous-marin ailleurs de manière tout aussi calculée. Un autre destroyer mordit à l'hameçon. Holden tentait désespérément de reboucher les trous, de conserver une cohérence. Mais il appliquait la doctrine. Et la doctrine disait « poursuivre agressivement ». Chaque poursuite ouvrait un nouveau vide. Chaque vide était une opportunité. Chaque opportunité, un cargo mort. À 9h31, les U-boats de Jiang franchirent l'écran. Ils se retrouvèrent au cœur du convoi, libres de tirer. Holden rappela ses destroyers en urgence, mais Janet avait déjà repositionné ses 3 submersibles. Elles attaquèrent de plusieurs directions, coordonnées, implacables. À 10h01, la simulation s'arrêta. 47 minutes. 17 navires, marchands détruits. Aucun U-boat virtuel coulé. Le convoi anéanti. Un silence lourd tomba sur la salle. Holden fixait le plateau, les traces de craie rouge, les 17 navires effacés, l'équivalent de 1700 morts si cela s'était produit en mer. Janet demeurait droite, une craie dans la main, 19 ans, 2 jours après les funérailles de son frère, face à l'amiral qui venait d'appliquer à la lettre la doctrine qui l'avait tué. Roberts voulut parler. Holden leva la main. Silence. Puis il regarda Janet, puis Jean, puis les ruines de son convoi, et prononça 5 mots qui allaient en transformer toute la bataille de l'Atlantique. Ça fonctionne. Former chaque commandant. Janet ne ressentit rien. Ni triomphe, ni soulagement. Seulement la certitude que la mort de Thomas avait été le prix nécessaire pour que l'on accepte enfin d'écouter. Holden passa ensuite près de 2 heures à les interroger. Comment prévoyant-elle les mouvements des escortes? Comment exploitait-elle les brèches avec une telle précision? Comment coordonnait-elle leurs attaques? Janet expliqua mathématiques, reconnaissance des schémas, calcul du temps de réaction des destroyers, estimation de la durée pendant laquelle un navire resterait éloigné du convoi et comment ces absences créaient exactement les fenêtres nécessaires à une pénétration. Tout pouvait être mesuré. Tout pouvait être anticipé. Tout pouvait être exploité. Holden comprit rapidement. 30 ans plus tôt, il avait commandé des sous-marins. Il avait pratiqué des tactiques de similaires, mais jamais il ne les avait analysées du point de vue de la défense des convois. Jamais il n'avait réalisé à quel point la doctrine rendait les réactions des escortes prévisibles, et donc manipulables. Jamais il n'avait compris que chaque poursuite agressive équivalait à une invitation adressée à la meute. Il demanda pourquoi le Admiral Board n'avait pas adopté les recommandations de l'ATAU. Roberts répondit que, pour eux, les simulations n'étaient pas du combat réel, et que l'expérience des vétérans surpassait des scénarios au sol. Holden demanda alors combien de convois échoueraient si on continuait d'appliquer la doctrine actuelle. Janet répondit « Tous ». Si les escortes poursuivaient sur les U-boats, chaque convoi perdrait des navires. Les mathématiques étaient formelles. Holden demanda si elle pouvait le prouver. Janet dit qu'elle l'avait déjà fait 63 fois, dont le convoi AC-121, 8 jours avant qu'il ne prenne la mer. Elle avait prédit que les destroyers poursuivraient, que la meute pénétrerait l'écran, que 13 navires couleraient. 13 avaient coulé, exactement comme elle l'avait calculé. Holden demeura silencieux une demi-minute, puis demanda si un navire américain faisait partie des pertes. Janet répondit oui. L'USS Hesperia disparut avec tout son équipage, dont son frère. L'amiral longea son regard sans un mot, puis il demanda quelle tactique aurait quand même sauvé le convoi. Janet déroula l'explication. Écran serré, aucune poursuite, maintien total de la formation, fermeture systématique des brèches, rendre le convoi littéralement impénétrable. Elle relança la simulation. Même scénario, même U-boat, mais des escortes appliquant la tactique correcte. Cette fois, le mur tenait. Quoi que Janet tentât, les destroyers ne se dispersaient plus. Ils gardèrent leur formation, ne poursuivaient rien, ne laissaient aucune ouverture. Ces U-boats restaient condamnés à tourner inutilement autour du convoi, incapables de franchir la barrière, incapables même de trouver un angle de tir. Aucun cargo touché, aucune escorte endommagée, une victoire défensive parfaite. Holden demanda alors si, en situation réelle, des commandants de U-boats renonceraient vraiment face à un écran aussi serré. Roberts lui montra les comptes rendus allemands capturés,
des sous-mariniers décrivant des formations américaines si compactes qu'ils formaient un anneau de fer, impossible à briser. Des rapports évoquaient des meutes entières renonçant à attaquer, tournant des heures avant de se retirer, faute de pouvoir percer. Holden hocha lentement la tête. Puis il donna ses ordres. Chaque commandant d'escorte du secteur atlantique serait formé à l'ATAE. Tous, sans exception. Ils apprendraient la nouvelle doctrine. Ils affronteraient les jeunes femmes jouant les U-boats. Ils perdraient encore et encore jusqu'à comprendre que la poursuite agressive détruisait les convois. Et ils appliqueraient immédiatement les écrans défensifs serrés. L'ordre fut transmis le 4 mars. Une semaine plus tard, les officiers affluaient déjà au centre tactique de Boston. Des commandants chevronnés, 30 ans de carrière, des lieutenants à peine sortis de leur formation. Tous réunis dans un sous-sol glacial, forcés de regarder des adolescentes faire sombrer leur convoi et leur expliquer pourquoi. Certains comprirent aussitôt, ils virent la logique, acceptèrent les mathématiques, adaptèrent leur tactique. D'autres furent réfractaires, vexés, furieux de devoir apprendre la guerre navale auprès de jeunes femmes. Roberts ne discutait pas, il relançait simplement les simulations. La mathématique, elle, ne se vexait jamais. Les récalcitrants recevaient le même traitement. Ils prenèrent la tête des escortes. Janet et les autres Rens incarnaient les U-boats avec les tactiques allemandes authentiques. Elles les coulaient méthodiquement, encore et encore. Après 3 massacres consécutifs, la plupart cessaient de protester. Ils apprenaient, ils s'adaptaient, ils changeaient. Janet, surtout, se fit une réputation. Les officiers la surnommèrent « The Killer ». Implacable, précise, incapable de laisser passer la moindre erreur. Elle exploitait chaque hésitation, punissait chaque réflexe doctrinal, démantelait les convois avec une précision chirurgicale. Certains se plaignaient qu'elle était trop douée, trop agressive, irréaliste. Roberts sortait alors les rapports de pertes allemands, les vraies batailles de convois, les vrais naufrages. Les chiffres correspondaient presque parfaitement aux simulations de Janet. Les U-boats, en mer, faisaient exactement ce qu'elle reproduisait à la craie. La seule différence était qu'elle obligeait les officiers à se regarder échouer et à comprendre pourquoi. Et cette prise de conscience sauvait des vies. Entre mars et juillet 1943, l'ATAU forma 2500 officiers de la Navy. Chaque leçon fut consignée. Chaque tactique validée fut notée, décortiquée, transmise. Chacun quittait le centre tactique avec des instructions claires, mettre en œuvre immédiatement des écrans défensifs serrés. Les innovations reçurent des noms. Raspberry, Beta Search, Pineapple, Step Aside. Chacune répondait à une faille précise de l'ancienne doctrine. Raspberry, illumination rapide. À la moindre apparition d'un U-boat, toutes les escortes lançaient des fusées éclairantes selon un schéma coordonné. Couverture totale en 90 secondes contre 8 minutes auparavant. Plus d'ombre, plus de cachette, plus d'opportunités pour une meute. Beta Search, l'intuition mathématique de Jean Laidlaw. Les U-boats suivaient les convois depuis des positions prévisibles, liées à la vitesse, au cap, à la Lune. Beta Search traçait ces positions. Les escortes se plaçaient avant les U-boats, les forçant à plonger, à reculer, à renoncer avant même l'attaque. Pineapple, la manœuvre anti-Wolfpack. Face à plusieurs sous-marins, les destroyers exécutaient des zigzags superposés sous illumination continue, créant des champs de tir croisés presque impénétrables. Step Aside, l'évasion contre les torpilles acoustiques, l'idée de Bobby Howe, des changements de cap minutés brisaient l'acquisition sonore, faisant décrocher les torpilles qui erraient alors sensibles. Ces 5 jeunes femmes, Janet, John, Bobby Howe, June Douglas, Margaret Rowe, n'avaient jamais mis le pied sur un pont en pleine mer. Pourtant, c'est elles qui inventèrent ces tactiques, après des milliers de simulations, en testant, mesurant, ajustant, jusqu'à atteindre la perfection mathématique. Puis elles les enseignèrent à des officiers qui, sur le papier, leur étaient supérieurs de plusieurs décennies. Les résultats furent immédiats. En mai 1943, les U-boats allemands subirent leur pire perte de toute la guerre. 41 sous-marins coulés en 31 jours. Le grand amiral Dönitz baptisa ce mois-ci Schwarzer Mai, le mai noir. La flotte sous-marine allemande était décimée. En juin, Dönitz retira presque toutes ses unités de l'Atlantique Nord. Les meutes n'existaient plus. Les routes de convoi étaient sécurisées. Les pertes de cargo alliés chutèrent de 73% entre mars et septembre. Les convois passaient. Les vivres et les carburants arrivaient enfin. La menace de famine disparaissait.
La bataille de l'Atlantique avait basculé en 4 mois. Non pas grâce à une machine, ni grâce au décryptage d'Enigma, mais grâce à des adolescentes armées de craies qui avaient démontré que la défense resserrée sauvait les convois et que la poursuite aveugle les condamnait. Parce que Janet Parker Oakley, portée par la mort de son frère, avait forcé la US Navy à renoncer à une doctrine qui tuait ses marins depuis 3 ans. Le navire de Thomas ne fut jamais remplacé, l'USS Hesperia était perdu. Mais les tactiques qui avaient détruit son convoi furent abandonnées. Après mars 1943, chaque convoi américain adopta des écrans serrés, resta groupé, refusa de poursuivre les sous-marins dans des brèches mortelles. Et les convois survécurent. Des milliers. Et avec eux, des dizaines de milliers de marins sauvés parce que des escortes avaient cessé d'obéir à une doctrine que quelques jeunes femmes avaient éprouvée fatale. Janet continua de travailler à l'ATAU jusqu'en mai 1945, 3 années dans le pit, à faire tourner des simulations, à former des officiers, à perfectionner des tactiques. Elle enseigna personnellement à plus de 5000 commandants alliés, américains, canadiens, norvégiens, polonais. Toutes les marines convoyant à travers l'Atlantique envoyaient leurs officiers à Boston pour apprendre des rances. Les innovations tactiques devinrent doctrine officielle. La US Navy adopta Raspberry et Beta Search dès juillet 1943. La marine canadienne mit en place Pineapple et Step Aside en janvier 1944. À la mi-1944, les opérations de U-boats allemands dans l'Atlantique Nord avaient pratiquement cessé. Les sous-marins continuaient d'agir ailleurs, mais les routes des convois étaient à maille sûre. L'Atlantique était gagné. Quand la guerre prit fin, toute l'activité de l'ATAU fut classifiée, enterrées dans des dossiers secrets. Les Rance furent astreintes à un strict devoir de silence. Elles ne pouvaient parler de leur service, ni à leur famille, ni dans un entretien d'embauche, ni nulle part. Janet se maria en 1947, eut 3 enfants, mena une vie discrète, enseigna les mathématiques. Elle ne parla jamais de la guerre. Pendant 30 ans, seuls quelques vétérans du centre tactique savaient ce qu'elle avait accompli. En 1974, le gouvernement déclassifia partiellement les opérations de l'ATAU. Des livres commencèrent à paraître sur la bataille de l'Atlantique. La plupart se concentrant sur les machines, radars, sonars, Enigma, tout ce qui fait du bruit dans l'histoire. Les Rance n'étaient que des notes de bas de page. Quand on les mentionnait, c'était comme assistantes, opératrices, jamais comme les innovatrices qui avaient réécrit la doctrine de la US Navy. Janet ne s'en formalisa pas. Elle avait accompli son devoir. Elle avait sauvé des vies, cela suffisait. Mais les historiens navals finirent par retrouver les archives du centre tactique et comprirent que son impact était bien plus vaste que ce qu'on avait admis. En 1998, une étude majeure conclut que les innovations de l'ATAU avaient sauvé environ 4000 navires marchands et 48 000 marins alliés entre 1943 et 1945. 4000 navires qui auraient sombré. 48 000 hommes qui se seraient noyés. Tous sauvés parce que des adolescentes avaient vu des motifs que les amiraux n'avaient pas vus. Janet avait 73 ans quand le livre parut. Elle accorda quelques interviews, humbles, effacées. Elle disait que le mérite revenait à l'équipe, à Captain Roberts. Mais ceux qu'elle avait formés se souvenaient autrement. Ils se souvenaient d'elle, debout face à la table de tracé, un morceau de craie à la main, en train de couler leur convoi encore et encore, jusqu'à ce qu'ils comprennent que la poursuite agressive tuait des hommes. L'amiral John Foy, formé à l'ATA en avril 1943, déclara dans un entretien « Miss Oakley m'a appris plus sur la lutte anti-sous-marine en 3 jours que je n'en avais appris en 3 ans en mer. Elle a détruit mon convoi 6 fois de suite et m'a expliqué, avec une précision mathématique, pourquoi j'avais échoué. Je me suis senti idiot de ne pas l'avoir compris plus tôt. Elle m'a sauvé la vie. Elle a sauvé tout mon groupe d'escorte. Et elle l'a fait avec de la craie sur un sol, avant même que je ne quitte le port. » Janet Parker Oakley s'éteignit le 5 novembre 2009 à 86 ans. Son avis de décès dans le Times tenait en une phrase « Ancien officier de réserve ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale. Aucun détail, aucune mention de l'ATAU, aucune mention des 48 000 vies sauvées. » Mais les tactiques, elles, survécurent. Les doctrines qu'elle avait contribué à créer sont encore enseignées dans les académies navales du monde entier. Le Naval War College des États-Unis enseigne des schémas hérités de Raspberry et de Beta Search. Les manuels britanniques conservent dans des variantes de ces mêmes tactiques. Aucune ne la cite personnellement. Les tactiques se sont fondues dans la tradition, détachées de leur créatrice.
Mais au National Museum of the US Navy, une petite vitrine retrace l'histoire du centre tactique de Boston. Photos du Pitt, quadrillage de craie, modèles de navires et de sous-marins, description sommaire du wargame. Sur l'une d'elles, la Louisiane est prise en 1943, on voit 11 jeunes femmes en uniforme. Janet Esté la troisième en partant de la gauche. Elle a 19 ans. Un morceau de craie dans la main. Elle regarde l'objectif, déterminée, concentrée, sans savoir que ce qu'elle est en train d'inventer sauvera 48 000 vies. Cette photo est sa véritable héritage. Pas la gloire, pas la reconnaissance, pas son nom dans un manuel, mais la craie, les mathématiques, l'analyse des schémas, et le courage de dire à des amiraux que leur doctrine tuait des marins, alors que des milliers mouraient parce que personne n'osait contredire la tradition. C'est ainsi que les guerres se gagnent réellement, pas grâce à des généraux de génie, mais grâce à des mathématiciens qui voient quand une doctrine échoue et qui ont le courage d'en apporter la preuve, grâce à des personnes comme Janet, capables de calculer ce qui fonctionne, de démontrer ce qui ne fonctionne pas, et de forcer un changement institutionnel pendant que des hommes meurent. 2 jours après l'enterrement de son frère, Janet Parker Oakley se tenait dans un sous-sol glacé, un morceau de craie à la main, et prouvait au plus grand chasseur de sous-marins d'Amérique que sa doctrine avait tué Thomas, et en tuerait des milliers d'autres s'il ne changeait pas immédiatement. Elle coula son convoi en 47 minutes en utilisant exactement les tactiques qui avaient décoûté la vie à son frère. Elle força l'amiral Max Holden à regarder chaque erreur, chaque brèche, chaque navire virtuellement détruit. Elle lui fit comprendre que la tradition et l'expérience, si aveuglément suivies, tuaient des marins américains, et que les mathématiques pouvaient les sauver. Et pourtant, presque personne ne connaît son nom.